Le sujet du jour, donc, la clôture, vos leviers d'optimisation fiscale. Aujourd'hui, on va effectivement évoquer les leviers qui sont à votre disposition lorsque vous arrivez dans cette période de clôture. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour arranger votre situation, optimiser votre situation et donc voilà, voir un peu le panel des possibles suivant votre cas. Et donc, pour ça, euh, on va on va aborder différents points. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est justement de vous montrer qu'est-ce que c'est ces leviers d'optimisation et débunker un peu le sujet. Voilà, ce n'est pas de la fraude, du bricolage, ou voilà, on peut souvent entendre ce terme connoté de manière négative, mais voilà, c'est pas du tout le cas. C'est des choses qui sont des leviers qui existent, qui sont à utiliser et qu'il faut surtout utiliser parce que ça a pas tellement d'intérêt de ne pas les utiliser, si ce n'est de payer plus d'impôts. Euh, et donc, et le dernier point, c'est rappeler que chaque situation est spécifique, puisque un levier va peut-être pas être applicable à tout le monde ou ne va pas forcément avoir les mêmes conséquences. Je vous donne un rapide exemple pour illustrer mon propos. Imaginons que vous décidiez de voilà, créer votre société, vous choisissez une SAS, vous choisissez d'être à l'IR, vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, disons que vous faites 50 000 euros de résultats. Ben, si vous êtes célibataire, seul imposé dans votre foyer fiscal, bien, cet impact des 50 000 euros va pouvoir être assez significatif puisque vous allez déclencher l'impôt sur le revenu. Mais cette même situation, c'est-à-dire la même structure de société, le même chiffre d'affaires, le même résultat, parce que vous avez par exemple euh, un mari, une femme, des enfants, ou en tout cas vous n'êtes pas seul dans votre foyer fiscal, vous pouvez ne pas payer d'impôts puisque vous allez avoir plusieurs parts fiscales, etc. Donc, vous voyez une situation similaire en termes d'activité, de structure, avec un choix différent, ne va pas produire les mêmes effets. Donc, c'est pour ça que ce qui est important, c'est dans un premier temps de bien comprendre dans quelle situation on se trouve et quels sont les impacts des différents leviers que je vais avoir à ma disposition, puisque on a tous à peu près les mêmes leviers suivant sa structure, mais suivant sa situation, les impacts vont être parfois différents. Et donc, c'est important de bien comprendre où est-ce qu'on se situe pour voir, pour anticiper les différents impacts. Et donc, pour évoquer ce sujet-là, on va faire un rapide rappel sur le statut de freelance. Je vais essayer de vous aider justement à vous situer, que dans la suite de mon propos, vous puissiez justement un peu vous projeter sur, OK, bah, moi je me trouve dans cette catégorie et donc c'est plutôt ces leviers-là qui me concernent que je vais pouvoir appliquer, ou en tout cas, c'est ces questions que je vais pouvoir me poser pour voir quels sont les leviers d'optimisation à ma disposition. Donc ça, premier point. Deuxième point, pourquoi la clôture, c'est le moment clé pour prendre des décisions. On va évoquer les leviers d'optimisation sur la partie charge. Ensuite, les leviers sur la partie facturation, trésorerie, donc tout ce qui est rattaché au chiffre d'affaires. Et ensuite, vous déroulez peut-être une petite checklist de clôture pour justement voir si vous avez déjà anticipé quelques points et si jamais ce n'est pas le cas, voir ce que vous pouvez encore faire d'ici le 31 décembre. Donc, le rappel sur le statut freelance. Freelance, c'est tout simplement le principe de travailler en son compte. Ce n'est pas un statut fiscal ni un statut juridique. Voilà, c'est simplement pour désigner quelqu'un qui va travailler à son compte. Et ensuite, on a plusieurs choix de véhicules fiscaux juridiques. Je vais souvent employer ce terme véhicule, c'est simplement pour dire qu'est-ce qui héberge mon activité, comment est-ce que je l'héberge. Donc, soit je suis en auto-entreprise, donc mon revenu est taxé au micro, c'est-à-dire je ne vais pas avoir de tenue de comptabilité à proprement parler. Je vais avoir un chiffre d'affaires à déclarer avec un abattement qui va se calculer automatiquement suivant mon cas. Ou alors, je choisis de passer au réel via une entreprise individuelle, qui est l'extension, disons, naturelle du régime auto-entrepreneur, ou alors je passe en société. Mais dans les deux cas, voilà, je vais tenir ma comptabilité au réel. Donc, un freelance, c'est travailler à son compte, et ensuite, on va dire deux options. Je tiens ma comptabilité au réel, ou alors je fais quelque chose d'extrêmement simple en utilisant le régime micro. Euh, et donc, rapidement, les avantages sur le régime micro, voilà, c'est les démarches sont assez simples. On déclare simplement son chiffre d'affaires. Nos charges sont proportionnelles à nos chiffres d'affaires.
pas de chiffre d'affaires, pas de charge, la fiscalité assez lisible, parce que voilà, on sait quels sont les abattements, on sait quels sont le taux de charge sociale, c'est assez fixe, parce que c'est extrêmement corrélé à votre chiffre d'affaires. Et donc, en résumé, le régime micro, c'est avantageux quand vous souhaitez valider un projet, vous n'êtes pas vraiment sûr de la faisabilité ou du moins est-ce que ce projet va fonctionner. Donc ça vous permet de tester sans prendre forcément trop de risques, en tout cas sans prendre trop de contraintes dans un choix. Les inconvénients, cette fois-ci, en fait, c'est dans le cas où ça fonctionne bien, eh bien, vous avez relativement peu de leviers qui sont activables euh, dans ce cas-là, puisque vous n'allez pas pouvoir déduire vos charges au frais réel. L'abattement standard qui est appliqué, eh bien, il est fixe, et donc parfois c'est un peu décorrélé de votre réalité professionnelle. Parfois, vous n'allez pas pouvoir récupérer la TVA sur le choix que vous avez fait, en tout cas du moins les seuils. Voilà, donc c'est un peu limitant dès lors que ça fonctionne bien. Et donc, c'est un peu ça le pendant de ce statut. C'est si ça fonctionne, bah, vos leviers, justement, ils sont relativement limités. VS au réel, donc, que soyez en entreprise individuelle ou en société, là, vous avez un panel de leviers qui est plus important. Vous allez pouvoir déduire votre loyer, de l'achat de matériel, si vous faites appel à la sous-traitance de votre activité, vos déplacements, vous allez pouvoir jouer sur la TVA, vous allez pouvoir dissocier la structure perso et votre structure pro. Voilà, vous allez vraiment pouvoir piloter votre résultat et travailler ce résultat. C'est-à-dire, partez d'une base à 50 000, donc comment est-ce qu'on fait pour soit la diminuer fiscalement, soit l'optimiser pour votre rémunération. En tout cas, vous avez le choix. Et donc, c'est vraiment ça l'avantage, c'est être au réel, ça vous donne la possibilité d'avoir le choix. C'est simplement ça, c'est vous pouvez arriver au même résultat que si vous étiez en, en micro, mais vous avez eu le choix de justement faire des choix. Et donc ça, je pense que ça a une valeur non négligeable euh, de pouvoir faire des choix. L'inconvénient, c'est forcément un peu plus de formalisme, d'administratif, des règles plus importantes et donc pas forcément plus compliquées à appréhender. Et donc, on peut se créer des obligations administratives et fiscales et surtout des coûts pour un gain assez relatif quand on lance un début d'activité. Et donc, voilà, le bon choix à faire, souvent, c'est de déterminer à quel point on croit en notre projet et sa faisabilité, sa viabilité, et donc s'orienter vers un statut ou un autre. Voilà un petit peu pour l'introduction sur voilà, votre statut, savoir où est-ce que vous vous trouvez et donc quels sont les leviers à utiliser, enfin, quels sont les leviers que vous allez pouvoir utiliser ou non, avantages et inconvénients. Et maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le concret sur le moment de la clôture, pourquoi la clôture, c'est un moment clé, euh, eh bien, là, on va figer les résultats de l'année. C'est-à-dire, jusqu'au 31 décembre, on va pouvoir avoir un certain nombre d'actions qui vont pouvoir euh, impacter votre résultat à la hausse, à la baisse, et donc les impôts que vous allez devoir payer, soit à travers l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés ou vos charges sociales. Et donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on va pouvoir faire des arbitrages sur vos dépenses. Est-ce qu'il faut passer certaines dépenses que vous avez en prévision maintenant ou plutôt attendre post 31 décembre. Euh, Pareil sur le côté de la facturation des encaissements. Euh, Peut-être que vous avez déjà atteint, vous êtes très proche d'un seuil, et donc peut-être c'est pertinent de ne pas envoyer votre facture tout de suite sur le mois de décembre pour faire encaisser le mois de décembre, mais plutôt sur le mois de janvier pour éviter un dépassement de seuil. Ou alors, si vous êtes vraiment en encaissement, pareil, décaler l'encaissement plutôt sur le début de l'année pour justement éviter d'augmenter votre assiette imposable. Voilà, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va déterminer voilà, tous ces différents choix. Ça peut s'anticiper pardon, tout au long de l'année, mais c'est bien au moment de voilà, novembre, décembre, de commencer à se poser la question. Novembre, on fait un petit point sur okay, où est-ce que j'en suis, et en décembre, on prend des décisions voilà, sur ces choix. Est-ce que je fais plus de dépenses? Est-ce que j'en fais un peu moins? Est-ce qu'il faut que j'encaisse avant la fin du mois, du coup, la fin de l'année, ou plutôt, justement, j'essaye de décaler dans le temps les encaissements. Euh, et donc,
les chiffres de clôture ils peuvent entraîner un changement de régime. Parfois, voilà, quand on n'anticipe pas suffisamment les effets de seuil, eh bien, on peut dépasser quelques milliers d'euros le seuil et donc euh, devoir changer de régime alors qu'on n'en voulait pas forcément. Et si on avait décalé une facture à encaissement, ça ne serait pas arrivé. Euh, ou parfois, on peut aussi déclencher une tranche supplémentaire d'imposition euh, qui, euh, qui aurait pu être évitée en justement trouvant, en arbitrant un encaissement ou une dépense. Est-ce que sur cette partie, c'est clair ou est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la partie sur les leviers d'optimisation? Dites-moi, hein. Bon, je sais qu'on l'a évoqué au début, mais vraiment, le webinaire ici se veut interactif. Euh, bon, je vais essayer de dérouler un petit peu mon propos, mais si jamais il y a des choses auxquelles vous voudriez revenir, n'hésitez pas. Moi, j'ai le chat sous les yeux. Il y a Victor qui est là également pour répondre si jamais vous avez un afflux de questions trop important. Euh, mais, euh, mais voilà, si vous avez des questions ou des choses qui ne sont pas claires, etc., n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Et de toute façon, à la fin, on revient si, voilà, s'il y avait des questions. Il y a vraiment une partie questions dédiée. Mais en tout cas, n'hésitez pas pendant le webinaire à interagir avec moi s'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez que je m'arrête. Donc, les leviers d'optimisation sur les charges professionnelles. Donc, le premier point, c'est de bien vérifier que toutes ces charges sont bien comptabilisées, ou en tout cas, elles ont bien été prises en compte. Et donc, quelles sont ces charges? Qu'est-ce que vous pouvez prendre en compte dans votre comptabilité? Qu'est-ce qui est déductible? Vous allez avoir vos abonnements professionnels, logiciels, par exemple, ChatGPT, Canva, votre abonnement téléphonique, la box Internet, ça rentre pleinement dans votre activité, en théorie. Alors, ça dépend ce que vous faites, bien entendu, mais même si vous travaillez prestataire informatique ou dans le BTP, c'est pas improbable d'avoir besoin d'utiliser ce type d'outils. Donc, vous pouvez parfaitement les comptabiliser, les passer dans votre comptabilité, même si vous les avez pris à titre perso. La seule différence, c'est que si vous les payez à titre perso, vous avez un sujet sur la TVA, vous n'allez pas pouvoir la récupérer, donc vous avez un intérêt à le faire passer directement sur votre société. Mais objectivement, il y a une tolérance sur ce point, donc on essaye de passer au maximum ces charges sur la société. Tous vos déplacements, si vous vous déplacez en train, en avion, frais de carburant, de péage, de parking, tous ces éléments, ils sont déductibles. Il faut juste faire attention à une notion, notamment lors de l'usage du véhicule, qui est différent cas d'usage. Si le véhicule appartient à la société ou s'il vous appartient à vous personnellement, l'indemnisation n'est pas pareille. Si ça appartient à la société, alors c'est normal de prendre du carburant. Si vous avez un véhicule, c'est logique de prendre du carburant. En revanche, si vous avez le véhicule à titre personnel, là, on passera plutôt par des indemnités kilométriques, puisque c'est vous personnellement qui allez payer le carburant. Les indemnités kilométriques vont servir à justement vous indemniser pour l'usage du véhicule, donc le carburant, l'usage, enfin l'usure du véhicule, etc. Sur la box Internet pour le télétravail, si elle est perso ou au nom du conjoint, est-ce problématique? Faut-il prendre un prorata en particulier? Alors, pour la box Internet, vous pouvez prendre 100% du montant. Le seul sujet, c'est sur la TVA, où comme la facture n'est pas adressée à vos structures, alors elle est en théorie pas déductible, mais vous pouvez prendre 100% du montant. Pourquoi? Parce que certes, vous avez un usage perso, c'est vrai, mais de toute façon, la société a besoin d'une ligne, elle a besoin d'Internet. Et donc, si vous avez pris une ligne pro euh, pour Internet, ça vous aurait coûté le même coût. Donc, il n'y a pas eu une déduction de charges disproportionnée ou incohérente. Au contraire, c'est plutôt un acte de bonne gestion puisque vous allez faire, euh, comment dire, vous allez utiliser quelque chose que vous avez déjà en place qui est a priori moins cher qu'une offre pro, puisque les offres particulières en général sont quand même moins chères que les offres pro. Donc, voilà, sur ça, il n'y a pas trop de sujet. Vous pouvez prendre la totalité du montant de la box Internet. C'est voilà, vraiment pas un énorme enjeu fiscalement pour l'administration fiscale. En revanche, pour vous, à notre échelle, ça a toujours un impact significatif de ne serait-ce que 20-30 euros par mois cumulés sur 2, 3, 4
abonnements, c'est un impact significatif. Donc, vous pouvez, en télétravail, prendre votre box Internet dans les charges déductibles. Euh, Autre point, passer les charges au bon moment. Donc, le but, c'est d'identifier les dépenses qui ont déjà été prévues et de voir s'il faut les passer effectivement avant ou après la clôture. Donc, pour savoir est-ce qu'il faut les passer avant ou après, effectivement, il faut déjà un peu avoir une ébauche de résultats et de ses conséquences et de se dire, OK, là, c'est peut-être intéressant si je fais cet achat maintenant. Alors, juste un petit disclaimer sur le sujet. C'est déjà arrivé, on a déjà rencontré ce type de cas. Si vous décidez d'acheter, je ne sais pas, un véhicule au mois de décembre, voilà, le véhicule, il n'est pas 100% déductible. Voilà, ça reste, c'est pas une charge pour la société, ce sera une immobilisation. Vous allez pouvoir déduire une certaine quote-part du montant total du véhicule. Donc, il ne faut pas se dire, je vais faire une grosse dépense à 20 000 euros et ça va réduire mon assiette imposable de 20 000 euros. Il faut vraiment voir quelles sont les charges euh, à proprement parler qu'on peut passer sur la société et faire attention que les dépenses ne soient pas assimilées dans votre comptabilité à une immobilisation, comme le véhicule par exemple. Donc, par charge, par exemple, c'est vous allez faire appel à un prestataire, vous allez qu'est-ce que vous pouvez faire avant, pardon, avant la clôture plutôt qu'après. Euh, Si vous avez des billets d'avion, par exemple, de train, des déplacements à prendre, plutôt les faire effectivement avant. Bah, c'est tout un tas de petits montants qui, pris individuellement, n'ont pas l'air significatifs, mais si vous en faites 4, 5, 6, euh, c'est là que, on va avoir un impact qui peut être, lui, un peu plus significatif sur votre montant imposable. Donc, ça fait toujours quelques économies à faire. Euh, et donc après, il ne faut pas tomber non plus dans, dans le n'importe quoi en voulant dépenser pour juste faire baisser son impôt, parce in fine, c'est de l'argent qui sort de la trésor de notre compte pro. Et donc, il faut que ça ait un intérêt quand même pour l'activité de le faire. Il ne faut pas se dire, hein, j'arrive en clôture, il faut que je dépense absolument je sais pas, 1000, 2000, 3000 euros en tout et n'importe quoi. C'est pas tant ça le sujet, c'est plutôt voilà, est-ce que j'ai besoin d'éléments, est-ce que j'ai besoin, je peux me racheter un PC, est-ce que j'ai besoin euh, peut-être d'un téléphone, voilà, quels sont mes besoins et est-ce que c'est pertinent de le faire passer maintenant ou c'est pas très grave si je le fais passer au mois de janvier, février. Et donc justement faire ensuite attention à cet arbitrage entre ce qui est une charge immédiate et une immobilisation. Euh, L'exemple du téléphone, c'est un bon exemple. La règle théorique, c'est si une dépense, elle a un coût unitaire à plus de 500 euros, alors ce sera comptabilisé comme une immobilisation et la charge sera diffusée dans le temps. En général, un téléphone, c'est diffusé sur 3 ans, c'est amorti sur 3 ans. Donc on va prendre, si vous achetez un téléphone 1000 euros divisé par 3, 333 euros par an de déduction. Mais vous avez des tolérances sur ces sujets-là, le téléphone qui va vous coûter, je sais pas, 500, 600, 700 euros, donc de passer totalement en charge. Enfin, c'est des petits arbitrages que vous pouvez faire directement avec votre comptable pour vous dire, bon, voilà, ça, je vais plutôt le passer en charge directement. Voilà, c'est des petites optimisations sur des sujets précis comme voilà, le téléphone, le PC, où ça peut faire sens de ne pas l'immobiliser en tant que tel quand vous en prenez qu'un seul. Quand vous avez une société de je sais pas, 50 salariés, vous avez du coup au moins 50 PC à avoir, bon bah là, individuellement, amortir le PC, ça fait sens, puisqu'on en a 50. Et donc ce sujet du PC, en réalité, on va plutôt l'amortir dans ce cas-là. Quand vous êtes tout seul de votre côté, voilà, amortir un PC qui doit coûter 700 ou 800 euros hors taxe, hein, encore une fois, voilà, ça fait un peu moins sens et ça s'entend de le passer directement en charge. Et dernier point, votre véhicule, donc les indemnités kilométriques, euh, parfois on ne pense pas forcément à les passer. Dès lors que vous utilisez votre véhicule perso dans le cadre de votre activité, vous êtes éligible aux indemnités kilométriques. Ça ne veut pas forcément dire vous les verser, mais en tout cas, vous pouvez au moins les comptabiliser pour baisser votre imposition. Donc, vous calculez le nombre de kilomètres que vous avez effectués sur l'année, et ensuite, ça va moyennant un barème qui est appliqué en fonction de des choses fiscaux de votre véhicule, etc., vous allez avoir un montant d'indemnité que vous allez pouvoir vous verser. Vous n'êtes pas obligé de faire le versement,
seront à minima comptabilisés et mis dans votre compte courant, c'est-à-dire l'argent que la société vous doit, et vous pouvez après vous le verser quand vous voulez. Et au moins, on a comptabilisé cette charge pour la société et donc on a réduit votre imposition. Voilà un petit peu sur la partie charge. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaiteriez que je revienne, des points peut-être que vous avez en tête, que vous avez déjà lu, vu, et que voilà, vous aimeriez qu'on évoque? On peut donc passer outre la barre des 500 euros pour passer à un ordi ou un tel en charge et non en amortissement. Euh, alors, la règle, c'est si c'est au-dessus de 500 euros, vous passez en amortissement. Ensuite, ça c'est la règle brute. Ensuite, au moment où vous faites votre clôture, on fait un arbitrage de bon, est-ce que ça fait sens de mettre cet élément à l'actif de mon bilan? Parce qu'in fine, c'est ça la décision qui est prise, c'est est-ce que mon ordinateur, c'est un actif pour ma société est-ce que voilà, je vais l'immobiliser et voilà, le garder au sein de ma société. Quand je dis le garder, c'est vraiment le valoriser dans mon actif. Si vous avez acheté un PC à 1000 euros, bon, l'intérêt de le mettre, il est relatif. Même si la règle, c'est il faut le mettre, si vous ne le faites pas, quel est l'impact? Quelle est la conséquence? Bon, bah, en fait, vous allez prendre la différence entre l'amortissement et la charge que vous allez passer. Fiscalement, c'est pas significatif, donc il n'y a pas tant de sujets, sauf que pour vous cumuler avec tout un tas d'autres décisions, ça peut être 200 euros, 300 euros, 400 euros d'impôts qui sont économisés. Donc ça, c'est un arbitrage à faire entre quelle est votre activité, quel est votre usage de cet actif, de cet ordi, de ce téléphone, quelle est sa durée de vie moyenne, parce qu'en fait, on se rend compte, le temps passant, que bah, les téléphones, ils ont une obsolescence de plus en plus rapide. Et donc, voilà, l'amortir sur 3 ans, aujourd'hui, ça fait plus trop sens. Et donc, faire un amortissement sur 2 ans, bah, en fait, ça fait plus sens non plus. Et donc, en fait, on se retrouve à dire, je ne vais pas l'amortir sur 1 an, sur 12 mois. Bon, en fait, je vais le passer en charge. C'est plutôt une succession de réflexions qui amène à se dire, bon, en fait, ça ne fait pas sens de l'amortir sur 3 ans. Et comme c'est le montant minimal d'amortissement 3 ans, on peut amortir sur 2. Mais en fait, voilà, ça devient un peu ridicule. Mais encore une fois, vous voyez, l'exemple que je vous donne, il est quand on est voilà, en freelance, tout seul, et donc à cette échelle-là, oui, on peut prendre ces décisions. Mais cette même décision dans une société de 50 personnes, est-ce que je vais immobiliser ou non mon PC? Ben, en fait, fiscalement, c'est différent. Si je prends 50 PC à 1000 euros, ça m'a coûté 50 000 euros. Ben, soit je passe 50 000 euros en charge, ce qui est quand même significatif, ou alors je passe qu'un delta de 50 000. Donc vous voyez, la même décision dans une structure différente, n'a pas du tout le même impact fiscal. Et donc, en cas de contrôle, bah, si on vous contrôle sur ce sujet-là, ce sera un bon sujet. Si on contrôle sur ce sujet dans cette société de 50 personnes avec 50 PC, bah, du coup là, ça devient un sujet. J'en reviens à dans quelle situation vous vous trouvez et comment est-ce qu'on appréhende une décision ou une autre. Comment on évolue la durée d'amortissement comptablement? En fait, ça dépend de ce que vous allez passer en immobilisation. Si c'est un PC, un téléphone, en général, c'est 3 ans. Si c'est, je sais pas si c'est du mobilier, par exemple un bureau, bon, bah, ça, c'est plutôt 5 ans. Vous avez des règles comme ça qui sont un peu préétablies et suivant le contexte de ce que vous achetez, bah, on peut jouer avec la règle. Si vous achetez un bureau Ikea, bon, bah, a priori, 3 ans, ça paraît pas incongru de se dire je vais amortir mon meuble Ikea sur 3 ans parce que c'est pas non plus le plus résistant. Si vous prenez un bureau en chaîne massif, bon, bah là peut-être que sur 5 ans, sur 10 ans, ça fait peut-être un peu plus sens. Donc vous voyez, le même achat, un bureau, en fait, suivant le contexte auquel on va lui apporter, on ne va pas forcément prendre la décision. Ce qui est important quand on prend une décision, que ce soit dans un sens ou dans un autre, c'est d'apporter du contexte. Pourquoi je fais ce choix? Parce que, in fine, en cas de contrôle, c'est ça qui vous sera demandé. Vous avez fait ce choix. Si ça répond parfaitement à la règle, il n'y a pas de question à se poser. Dès lors qu'il y a une, une interprétation qui s'applique, ok, bah, pour quelle raison vous avez fait ce choix? Bah, mon meuble Ikea, voilà, je ne vais pas l'amortir sur plus de 3 ans, ça ne fait pas trop sens. Mon meuble en chaîne massif, bon, bah, a priori, il m'a coûté beaucoup plus cher, donc ça fait sens de l'amortir sur 5-10 ans. Peut-on déterminer cette durée conjointement avec le comptable? Alors, oui, vous pouvez le faire. En théorie, ce que va faire votre cabinet comptable, c'est appliquer une règle
assez standardisé. Donc justement, au moment de la clôture, c'est là où vous pouvez avoir la discussion, on vous transmet un projet de bilan, et c'est à ce moment-là de dire, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt passer ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est à ce moment-là que justement le cabinet va créer de la valeur. C'est lors de ces discussions pour créer ces leviers ou non, créer ces optimisations. C'est vraiment là que le cabinet joue son rôle en créant justement de la valeur pour vous. C'est à travers ces discussions qu'on valorise le service d'un cabinet d'expertise comptable. Euh, Après, il y a certains cabinets qui vont être assez stricts et fermes. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on a une discussion, du coup, on se met en position d'être challengé. Et donc, euh, ça, euh, ça augmente la probabilité d'avoir du temps à passer supplémentaire, etc. Alors que si on fait une règle fixe sur laquelle on ne discute pas, bah, c'est plus rapide. Donc, ça peut être ça qui peut être parfois un peu frustrant, c'est que vous avez la sensation de ne pas avoir de discussion possible. Mais justement, il faut l'avoir. Et il faut aussi comprendre que parfois, il y a des décisions qui sont un peu trop risquées. Et nous, notre rôle en tant que cabinet d'expertise comptable, c'est justement de vous alerter sur ces risques. Vous dire, bah, voilà, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Moi, je vous conseille plutôt l'option numéro 1, mais si vous voulez, on peut faire l'option numéro 2, mais elle comporte voilà, des risques. C'est pas ce que nous on préconise, mais voilà, vous restez maître, vous, dans les décisions que vous allez prendre. Notre rôle, encore une fois, c'est vous rappeler dans quel cadre vous évoluez, quelles sont les règles à appliquer, et après, ensemble, on prend les décisions qui vont qui vont le plus possible dans votre sens, sans, encore une fois, vraiment déroger drastiquement au cadre qui est établi. On va passer maintenant au levier sur la facturation, sur la trésorerie. Euh, et donc, là, sur le chiffre d'affaires, bon, les leviers, ils sont là, mais ils sont objectivement parfois un peu plus compliqués. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément en face votre client et vous êtes aussi un peu tributaire de lui, ses volontés. Il y a souvent, parfois, des clients qui vous disent non, mais moi, je veux ma facture avant le 31 décembre, je veux payer avant le 30 décembre, il faut que ça passe dans mon budget, etc. etc. Donc, parfois, vous êtes un peu limité sur ça. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous allez quand même pouvoir voilà, avoir certains leviers. Et je juste une petite question. Est-ce qu'on peut réintégrer en compta un objet, une note de frais oubliée lors du bilan de l'année précédente, l'année en cours, pardon, exemple acheter un N-1, oublié lors du bilan N-1, réintégrer au bilan N. Alors, oui, vous pouvez le faire. Faut voir le montant dont on parle. Est-ce qu'on parle de quelques centaines d'euros ou alors on parle d'une dépense à 30 000 euros? Voilà, ça reste possible. Mais en fait, le sujet il est plutôt sur la TVA. Dans le passer en charge, pas trop de sujet, mais récupérer de la TVA sur cet achat d'un achat qui date d'avant, c'est là où il y a un sujet. Pourquoi? Parce que si vous avez un contrôle, vous demandez la facture ne sera pas datée au bon moment, elle sera, du coup, la TVA pas déclarée au bon moment, et donc la déductibilité de cette facture, elle sera remise en cause du point de vue TVA. Du point de vue charge fiscale, il y a un peu moins ce sujet. Donc, pour répondre à votre question, Stéphanie, oui, vous pouvez le faire. Le seul disclaimer que je mettrais, c'est sur le montant, pour être sûr que voilà, on ne parle pas de alors, en tout cas, s'il y a un impact à plusieurs milliers d'euros, c'est une discussion à avoir avec votre comptable pour voir la nature de la dépense, les raisons pour lesquelles ça n'avait pas été passé l'année précédente et apporter un peu de contexte. Mais si c'est vraiment une note de frais, quelque chose de pas très significatif à l'échelle de la société, ça pose pas de problème. Donc, pour ce sujet sur la facturation, on va dans un premier temps comprendre comment le CA est pris en compte. Vous êtes au micro, les impôts et les cotisations sociales sont calculés directement sur le CA que vous allez déclarer. Vous êtes en BNC au réel, c'est les recettes qui ont été euh, encaissées. Donc vraiment ce que vous avez encaissé sur votre compte bancaire. Euh, vous êtes en BIC, pardon. Vous êtes en BIC, donc là c'est vraiment le CA qui est rattaché aux prestations effectuées. Donc c'est vraiment ce qui va être facturé et effectué dans l'année. En société, le CA il alimente le résultat, mais pas directement la base imposable. L'avantage de la société d'être vraiment enfin, facturé via sa société, c'est que le CA certes va être une composante de votre base imposable, mais pas la seule composante, contrairement aux autres régimes qu'on a vu précédemment. Euh, donc, on peut agir sur le calendrier, surtout si vous êtes en BSC, puisque vous pouvez jouer avec la date d'encaissement de vos factures. Et donc,
En fait, si vous voulez tarder un petit peu à envoyer votre facture et donc à encaisser, vous pouvez le faire. En revanche, ce qui peut être parfois bloquant, c'est votre client qui, lui, va demander, exiger avoir votre facture avant la fin de l'année pour vous payer avant la fin de l'année pour que ça passe dans son budget de la fin de l'année. Donc là, pour vous, ça va être un peu plus contraignant. Euh, tac, je vois Victor répond à vos questions, c'est top. Ensuite, dernier point, surveiller les seuils liés au CA. Il faut voir un petit peu, là on est au mois de voilà, début décembre, combien est-ce que vous avez facturé depuis le début de l'année, combien ça représente, et est-ce que vous êtes plus ou moins loin du seuil qui vous ferait passer peut-être directement en société, peut-être que ça vous fera passer le seuil de la TVA. Donc il faut regarder, anticiper ce point, parce que souvent c'est un point qui est oublié, qui est délaissé, et vous vous retrouvez un peu sous le fait accompli. Ah, bah, j'ai fait la facture, ah, bah, c'est trop tard, j'ai dépassé le seuil, et donc je suis contraint et ce n'est pas une décision que j'ai anticipée. Euh, donc je pense qu'il faut faire ce point tout au long de l'année, parce que ça peut aller assez vite. Vous pouvez avoir une grosse facturation au mois de mars, plus rien entre avril et septembre, et une grosse facturation en octobre. Donc il faut suivre son chiffre d'affaires, son cumul de chiffre d'affaires pour prendre ces décisions et éviter les effets de seuil et de les dépasser de manière non anticipée et justement subir la conséquence de dépasser le seuil. Par exemple, la TVA, vous ne l'avez pas anticipé, hop, vous allez devoir collecter de la TVA, ce n'était pas prévu, ça challenge la mission dans laquelle vous étiez. Enfin, ce n'est pas forcément le plus adapté. Donc bien suivre régulièrement l'avancée de son chiffre d'affaires, tant sur la partie facturation, lorsqu'on est au BIC, ou vraiment la partie encaissement, lorsqu'on est en BNC. Souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience, mais certains médecins, ça arrive quand vous faites les consultations au mois de décembre, ils préfèrent des encaissements par chèque et souvent ils décaissent votre chèque au mois de janvier pour diffuser un peu ces recettes du mois de décembre sur le mois suivant et donc sur l'année fiscale suivante. C'est des choses qui sont faites assez régulièrement et donc voilà. Si on a ce levier qui est activable, autant l'activer si c'est pertinent, encore une fois. Je ne comprends pas la différence entre le micro, le BIC et le BIC réel. Euh, alors, le micro, vous avez un chiffre d'affaires et vous allez payer votre imposition sur ce chiffre d'affaires. C'est aussi simple que ça, chiffre d'affaires déclaré, et ça déclenche une imposition sur l'impôt sur le revenu ou sur et sur les cotisations sociales. C'est directement corrélé. En BIC, ça va dépendre de votre activité, puisque BIC, c'est bénéfices industriels et commerciaux. Et donc, suivant l'activité que vous exercez, vous allez tomber dans cette catégorie BIC. Et suivant ce que vous faites, par exemple, je vous donne un BIC au réel ou un BIC au micro, vous faites l'activité de LMNP. Vous louez un appartement en meublé. Lorsque vous louez un appartement en meublé, vous avez le choix de choisir d'être au réel ou d'être au micro. Si vous êtes au micro, même principe euh, que le régime micro-auto-entrepreneur, sauf que en l'occurrence, je n'allais pas avoir de charge sociale, mais uniquement de l'impôt sur une quote-part de vos loyers encaissés. Si vous êtes en BIC en réel dans cette activité euh, comment dire, de loueur meublé, alors vous allez tenir une comptabilité et vous allez plutôt déclarer un résultat fiscal qui, en l'occurrence, concernant le LMNP, sera a priori négatif. Donc, vous voyez, dans un choix ou dans un autre, ça a été déclencheur d'imposition, VS, ça n'a pas été déclencheur d'imposition. C'était assez simple à effectuer du point de vue administratif. Vous avez probablement besoin d'être accompagné sur cette activité. Et prestataire de services administratifs, bah, pour ce genre de prestations, si vous choisissez le régime micro, du coup, pour cette activité, vous allez être en BIC, vous choisissez le régime micro, et donc, là, vous allez déclarer votre activité micro BIC. Si vous êtes sur cette activité, vous choisissez le régime réel, du coup, ça veut dire que vous avez pris entreprise individuelle, là, vous allez faire vraiment une comptabilité. Mais le chiffre d'affaires qui va être comptabilisé qui va être imposé au régime réel, ce sera sur vraiment les prestations effectuées. Que vous ayez facturé ou encaissé, ça n'a pas d'importance.
c'est vraiment les prestations qui ont été livrées indépendamment de la facturation et de l'encaissement. Ce qui n'est pas le cas pour la même activité au régime micro. Au régime micro, si vous avez facturé, alors vous êtes imposé. Si vous n'avez pas facturé, vous n'êtes pas imposé. Et vous allez de toute façon facturer a priori le mois suivant. Euh, c'est vraiment ça la différence. Je pense que sur cette partie, on a terminé. Vous me dites encore hein, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Euh, donc l'autre point, et qui est le dernier, c'est le petit checklist de la clôture. Donc, première partie, on fait un petit sanity check sur votre chiffre d'affaires. On vérifie tout ce qui a été réalisé. Est-ce que c'est bien facturé? Est-ce que c'est bien encaissé? Pour pas avoir de surprise en disant ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette facture-là. Hop, bah, je t'ai passé un seuil. Voilà, je n'avais pas anticipé cette facturation. Est-ce que cet encaissement j'avais pas noté que j'avais reçu l'encaissement de cette facture? Voilà. Donc c'est vraiment, premier point, on valide son chiffre d'affaires. De toute façon, quand on fait un bilan, ou en tant que cabinet comptable, ça fait partie des premiers points qu'on vérifie. Le tout premier, c'est on vérifie votre trésor, on vérifie qu'on a bien une réciprocité entre la trésor dans la compta et la trésor sur votre banque, que les deux soldes correspondent bien. Et deuxième point, on vérifie le chiffre d'affaires. On se met d'accord sur le chiffre d'affaires qui a été à minima facturé. Et ensuite, on est un peu plus granulaire, on va voir, OK, qu'est-ce qui a été encaissé, OK, qu'est-ce qui a été réalisé mais pas encore facturé, ou éventuellement réalisé, encaissé mais pas facturé. Et donc, voilà, vraiment, ça, on s'attarde sur le chiffre d'affaires. Et une fois qu'on a la trésor qui est cohérente et le chiffre d'affaires qui est lui cohérent, là, on peut s'attaquer aux charges. Et là, on va décompter un peu toutes les charges qui sont passées et on va vérifier si, avec vous, si tout a bien été passé. Est-ce que, effectivement, il n'y a pas des dépenses que vous avez peut-être fait en perso qui on n'a pas compté sur la compta. Et on se réfère au slide précédent sur toutes les dépenses qui sont éligibles. Donc là, voilà, on fait ce référentiel. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se poser des questions parce qu'on va avoir un peu un résultat prévisionnel. Et donc, est-ce qu'on a la même projection sur le chiffre d'affaires l'année à venir? En fonction de cette projection, est-ce que je suis toujours dans le bon véhicule? Est-ce que je fais toujours, est-ce que c'est toujours une bonne idée d'être en micro? Est-ce que c'est toujours une bonne idée d'être dans une société? Si ça marche très bien, est-ce que c'est peut-être pas une bonne idée de créer une holding? Quel est l'intérêt de créer une holding? Commencer à structurer votre patrimoine. Vous savez, en société, vous avez une tranche d'imposition à 15% dans la limite de 42 500 euros de résultat. Créer une holding, ça vous permet de doubler ce montant, puisque vous allez avoir les 42 500 dans votre société d'exploitation, plus les 42 500 dans votre société holding. Ça peut être une question à se poser. Ou alors, on peut se dire, bon, bah, je vais peut-être adapter ma rémunération, l'augmenter un petit peu pour diminuer mon impôt sur les sociétés. Alors, la conséquence, c'est que ça va dire augmenter mon impôt sur le revenu. Donc, c'est toujours un arbitrage à faire en fonction de sa situation perso. Ou alors, peut-être la diminuer un petit peu pour retrouver un niveau de rentabilité euh, adéquat. Je vois une question de Pascal. Je me permets de reformuler pour être certain d'avoir compris. En SASU à l'IS, il ne sert à rien de facturer en janvier si la prestation a été réalisée en décembre et l'IS tiendra forcément compte de cette prestation au titre de 2025. Alors, c'est exactement ça. Lorsque vous êtes en société, euh, en SASU ou en EURL, lorsque vous êtes en société et que vous réalisez des prestations, ce qui compte, c'est au moment, enfin, à quel moment vous avez réalisé cette prestation. Si vous ne l'avez pas facturé, ou si vous l'avez encaissé, peu importe, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est à quel moment vous avez réalisé cette prestation. Et nous, par exemple, au sein du cabinet LS Compta, on va envoyer entre le 1er et le 15 janvier un questionnaire à nos clients pour leur demander justement est-ce qu'ils ont réalisé des prestations au mois de décembre qu'ils n'auraient pas encore facturées sur le mois de décembre et qui auraient été éventuellement facturées en janvier ou peut-être même pas encore du tout facturées. Et si la réponse est oui, on va demander le montant et ce montant, on va devoir le comptabiliser dans le bilan 2025. Et donc, ça va venir augmenter votre base imposable. En revanche, ça, c'est un sujet sur l'impôt. Il y a un sujet après sur la TVA. Si vous n'avez pas facturé, et donc, euh, ça, c'est un autre point, si vous n'avez pas facturé et donc pas encaissé, vous n'avez pas collecté la TVA, donc cette TVA elle ne sera pas déclarée au titre de 2025. En revanche, si vous vous trouvez dans un cas qui normalement ne doit pas arriver, mais vous avez encaissé et pas encore facturé, comme vous êtes sur les encaissements a priori, on va devoir déclarer cette TVA au titre de 2025. Donc,
ce qui est important, c'est d'avoir toujours cette corrélation facturation puis encaissement. C'est très mauvais d'encaisser avant de facturer quand on est dans une société de prestation de services. Ça peut avoir un intérêt dans d'autres cas, par exemple dans le BTP, vous demandez des acomptes, mais en fait, vous allez faire des factures d'acompte. Normalement, il y a toujours une facture qui est lise. Mais oui, effectivement, ce qui est important, c'est au 31 décembre, on fait la liste de toutes les prestations qui ont été effectuées, pas encore facturées, et ensuite, on les valorise et on les comptabilise dans votre année 25. Et est-ce que c'est le cas aussi en SARL EURL? C'est aussi le cas en SARL EURL. En fait, peu importe le statut dans votre société, SARL, EURL, SASU, SAS, ce qui est important, c'est votre activité. Suivant votre activité, vous allez avoir des règles fiscales qui vont s'appliquer. Si vous êtes en prestation de service, alors le principe, c'est quand est-ce que le fait générateur, c'est de réaliser la prestation. Et par exemple, je prends l'exemple du cabinet, on va facturer les honoraires du mois de décembre. Si mes honoraires du mois de décembre, je vais les réaliser en décembre, mais si je les facture en janvier, eh bien dans le bilan du cabinet, je vais quand même compter ces honoraires que j'ai facturés en janvier, mais qui correspondaient à décembre. Et donc, c'est vrai que c'est important justement de faire ce point sur le chiffre d'affaires. Okay, qu'est-ce qui a été facturé à date? Qu'est-ce qui a été réalisé à date? Ok, est-ce que c'est cohérent? Non. Ok, bon, du coup, je dois faire une facturation de X milliers d'euros. Ok, bah, du coup, mon chiffre d'affaires réel de l'année, c'est celui-ci. Donc, c'est ça ma base imposable. Et ensuite, cette base imposable sera dégradée de toutes les charges que vous avez déjà passées et éventuellement que vous n'avez pas encore passées. Par exemple, la rémunération, souvent, c'est une variable d'ajustement quand on est en EURL. Euh, vous avez fait votre année, on sait que vous avez, je dis une bêtise, 70 000 euros de résultats. Bon, bah, ça peut être pertinent de se dire, bon, bah, je vais augmenter ma rémunération de 30 000 euros, comme ça je vais descendre à 40 000 euros de résultats et ça m'évite de tomber dans la tranche à 25% d'impôt sur les sociétés. Ça peut être une solution, euh, par exemple. Voilà, on passe à la partie questions. Je pense qu'en termes de timing, on est bon. Sur les 45 minutes de slide. Donc là, on est plutôt sur la partie questions. Donc, si vous avez des points sur lesquels vous souhaiteriez revenir, voilà, n'hésitez pas. Je vais prendre voilà, les questions au fur et à mesure. Ou s'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai été très clair. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas, même si vous avez peut-être des sujets annexes à ce sujet de la clôture, des optimisations à effectuer, etc., vous pouvez quand même les poser. Je vais les prendre. Le but, encore une fois, hein, c'est de vous apporter de l'information sous le prisme de l'optimisation qu'on peut faire euh, en fin d'exercice et des leviers qui sont à votre disposition. Mais peut-être que vous vous posez d'autres questions. Donc voilà, c'est voilà, le moment de les poser. Euh, je peux plus me les mettre ici. Tac. Je vais regarder l'onglet questions. Peut-être qu'elles sont rebasculées dedans. Euh, comment connaître les seuils précisément par statut et leur mise à jour? Alors, ça, vous avez le site du service public où vous allez avoir, suivant votre activité, les différents seuils qui vont s'appliquer. Voilà, moi, je vous conseille d'aller vraiment garder toujours les sites de l'administration, surtout en ce moment où il y a quand même pas mal de changements, du moins de discussions sur baisser les seuils, monter les seuils, etc. Donc, vous pouvez voir un peu partout sur différents sites. Je pense que sur Malte, c'est à jour en l'occurrence, mais pour être certain d'avoir toujours la dernière info exhaustive, toujours passer par le site du service public, ça vous donnera la meilleure des infos. Donc, dans votre recherche, voilà, vous tapez suivant votre activité, seuil micro prestataire de service, ça va vous donner le seuil à appliquer. Hop, alors, je pense qu'il y avait l'onglet questions. Alors, il y a une nouvelle question qui vient d'être posée dans la partie Ouais. question de Aline et je vois que Victor est en train Quel est le d'écrire. Mais prix en général d'un changement de statut ou un autre, par exemple de passer de SASU à SARL ou la création d'une holding chez LegalStart? Alors, vous avez deux questions dans cette partie. Euh, alors, le prix pour changer de SASU en SARL, donc plutôt en EURL, SASU, normalement, vous êtes toute seule. SARL,
C'est à plusieurs, donc le statut réciproque, donc c'est plutôt l'EURL. Et donc ça, c'est une transformation. Et une transformation dans ce sens, donc de SASU vers EURL, vous avez uniquement des frais juridiques et pas de frais de commissaire à la transformation. Si vous avez fait l'inverse, vous auriez eu en plus des honoraires de commissariat au compte. Et donc le prix moyen, donc, ça va tourner aux alentours des 600 euros hors taxes qui vont comprendre euh, la prestation et après les frais administratifs, parce que mine de rien, vous avez des frais administratifs, des frais de greffe pour avoir justement votre nouveau cabis. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, deuxième point, sur les frais de création chez les GAFAT en l'occurrence, euh, vous avez en ce moment une offre euh, pour, euh, pour la création de votre société. Si vous prenez la compta en suivant, on vous offre 100 euros sur les honoraires de création. Et donc, ça commence à 99 euros. Et avec les frais administratifs, vous en avez, je crois, pour 350 euros au global pour créer votre société. Et ensuite, on vous accompagne au sein du cabinet Les Comptables pour la gestion de votre structure. Me dites, Annie, si j'ai bien répondu à votre question et si tout est clair pour vous. En micro, est-ce que les facturations de remboursement de frais entrent dans le calcul de l'année sur les franchissements de seuil de chiffre d'affaires? Alors, si vous êtes en micro, alors juste pour être sûr de comprendre, vous avez par exemple, parce que comme c'est des remboursements de frais, je pense que vous avez vous avancé des frais et vous avez déclaré ces frais à votre client qui en a pris tout au parti dedans. Et donc, c'est savoir si ce montant, par exemple 1000 euros qui ont été remboursés, est-ce que ça doit rentrer en compte dans votre chiffre d'affaires. Si c'est bien ça votre question, en l'occurrence, c'est non, c'est vraiment ce que vous avez facturé qui rentre en compte pour votre client. Ça ne rentrera pas en compte dans votre chiffre d'affaires. Alice, comment passer les rémunérations du gérant TNS en SARL? Comment cela est imposé, déductible au niveau de la CRL au niveau perso? Alors, en SARL, c'est extrêmement simple pour votre rémunération. Vous devez simplement faire un virement de votre compte pro vers votre compte perso. Et en comptabilité, on va le taguer en rémunération. Donc ça, c'est pour l'aspect déductibilité dans votre société. C'est effectivement bien votre société qui va déduire euh, votre salaire. Ensuite, on va calculer des charges sociales sur ce salaire. Et donc, ces charges sociales, il y a deux choix qui sont possibles, mais dans 99% des cas, c'est plutôt le choix numéro un qui est appliqué. Et donc, quel est le choix numéro un? C'est votre société qui va payer également les charges sociales. Donc, vous avez par exemple 100 000 euros de salaire qui sont pris. Vous avez un taux de charge sociale en TNS qui est d'environ 45%. Alors, en l'occurrence, pour 100 000 euros, c'est un peu moins, parce que l'avantage de la SARL, de l'URL et du statut TNS, c'est d'avoir des charges sociales qui sont dégressives. Elles commencent à 45% et plus vous gagnez d'argent, moins vous payez de charges sociales. Vous allez commencer à 45% et arriver au-delà de un ou deux plafonds de sécurité sociale, donc c'est 48 000 euros. Au-delà de 48 000 euros, vous allez redescendre à 40% de charges sociales, puis 38%. Et donc tout ce qui va dépasser, disons, 100 000 euros de rémunération, ça sera à 38%. Si vous étiez en SASU et donc à bulletin de paye, vous auriez 100% de rémunération, enfin de charge sociale, pardon, qui se réfléchit sur votre rémunération, ce qui est moins avantageux. Et après, comment est-ce que cela est imposé à titre perso? À titre perso, vous avez une déclaration à faire sur votre déclaration de revenus personnels. Vous allez justement indiquer la rémunération que vous avez prise et les charges sociales qui ont été, euh, qui ont été versées. Et ensuite, ça sera selon votre tranche marginale d'imposition, donc soit dans les 11%, 30% ou 45%, suivant le montant que vous avez pris. Euh, Dites Alice si j'ai répondu correctement à votre question. Et là, je vois dans les questions, j'en ai pas mal. Je pense que Victor en a répondu à quelques-unes, mais je vais prendre celle qui reste. Donc, Nicolas, pourriez-vous expliquer simplement comment fonctionnent les frais de débours pour une activité de conseil en micro BNC, s'il vous plaît? Alors, en frais de débours, si je vous donne un exemple, vous voyez, quand Legassard va créer votre société, on va payer pour vous l'effet de greffe. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle des débours. Sauf que ces débours, la particularité, c'est que la facture finale, elle vous est adressée. C'est simplement Legastar qui a payé à votre place. Et nous, on vous a refacturé ces frais à vous directement, mais la facture finale, elle sera à passer dans votre comptabilité
Et pourquoi ça a un impact? C'est surtout un impact sur la TVA. Imaginons, je paye à votre place, Nicolas, 100 euros hors taxe. Donc, le montant TTC, c'est 120 euros. Donc, je vais payer 120 euros. Si sur ce que je vous refacture, je vous mets frais de débours à 120 euros, alors la TVA n'est pas applicable. C'est-à-dire, je vais mettre 120 euros, vous allez me rembourser 120 euros, c'est tout. Si je ne mets pas les frais de débours, je vais mettre 120 euros, qui est le montant TTC, mais je vais devoir, moi, de mon côté, appliquer de la TVA sur ces 120 euros. Vous voyez, on applique de la TVA sur la TVA, ça devient incohérent. Donc, les frais de débours, c'est vraiment quand vous payez à la place de quelqu'un et que ce paiement, euh, cette prestation, elle est bien facturée à cette personne. Donc, moi, Nicolas, je paye à votre place, je vais payer le greffe à votre place, et donc le greffe va faire une facture en votre nom et pas à moi directement, même si c'est moi qui ai payé. Et ensuite, vous allez me rembourser. Et c'est comme si, en réalité, dans votre comptable, vous avez payé le greffe, sauf que vous m'avez payé moi. Et là, c'est 120 euros, c'est 20 euros du greffe. Dans votre comptabilité à vous, vous allez pouvoir les déduire. C'est vraiment ça, la notion de frais de débours. Pourquoi c'est important de noter débours? C'est surtout que la facture ne vous est pas adressée à vous et on ne va pas vous obliger à remettre de la TVA. Pour finir cet exemple et vous matérialiser ça de manière très concrète et assez grossière, vous imaginez le nombre de frais de greffe que l'EGASA peut payer pour nos clients. Si on devait, nous, appliquer de la TVA sur ces montants, on aurait un montant de TVA qui serait extrêmement volumineux. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce mécanisme de frais de débours où il faut que ce soit le client final qui soit facturé. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Nicolas. Vous dites si jamais c'est pas clair. Autre question de Stéphanie, je reviens sur le sujet des frais remboursés par le commanditaire, donc votre client. Il faut bien lui faire une facture pour qu'il les rembourse. N'est-il pas un risque dans le même ordre d'idée? Quid des frais de mission? Est-ce considéré comme du CA? Euh, alors, il faut voir en fait comment vous le taillez. C'est là où ça peut être soumis à l'interprétation, disons. L'idéal, vous allez travailler pour prendre l'exemple, cette fois-ci, vous travaillez pour Malte, vous allez faites une mission pour eux, vous avez besoin d'aller à un endroit particulier, il y a un hôtel à avoir. C'est vous qui allez payer l'hôtel, mais la facture, elle sera adressée à Malte. Et donc, l'hôtel va facturer Malte, c'est vous qui avez payé l'hôtel, et donc Malte doit vous rembourser ce paiement. Et donc, la facture, vous avez pris en charge. Là, dans ce cas-là, ça ne rentrera pas comme du chiffre d'affaires. En revanche, après, vous avez une autre manière de le packager. Votre prestation, c'est 1000 euros. Vous avez 100 euros d'hôtel. Bon, bah, en fait, vous avez facturé 1100 euros sous une même ligne. Parce qu'en fait, vous avez inclus vos frais de mission. Bon, bah, là, ça rentre dans votre CA. Ça, c'est pas l'idéal. Troisième option, vous avez votre prestation, 1000 euros. Vous appliquez 1000 euros sur votre prestation. Et ensuite, vous avez voilà, remboursement frais de déplacement. Vous remettez le montant hors taxe. Vous faites rembourser, enfin, vous certes, vous collectez la TVA éventuellement si vous êtes soumise et vous faites rembourser. Là, ça ne rentrera pas dans votre chiffre d'affaires de votre activité. Et il y a trois options. L'option 1, les frais de mission que vous appliquez en fait, sont vraiment facturés à votre client final. Là, il y a vraiment zéro sujet. Option 2, vous incluez tout dans votre chiffre d'affaires. Ce n'est pas l'idéal et vaut mieux pas faire ça. Et option 3, vous splittez vraiment sur votre facture, votre prestation et les frais qui doivent vous être remboursés, puisqu'ils sont certes facturés à vous, mais voilà, vous avez dû les exécuter dans le cadre de votre mission. Je pense avoir répondu à votre question. J'avais une question de Kevin là dans le chat. Donc, pour un micro, au niveau de la déclaration des impôts, c'est la date d'encaissement qui prime et non pas pour les sociétés la date de prestation. C'est bien ça. Alors, pour les micros, en fait, ça va dépendre de votre activité. Si vous êtes en BNC, par exemple, vous êtes kiné en micro, bon, bah là, effectivement, c'est la date d'encaissement qui va compter. En fait, il faut voir, faut faire la corrélation avec qu'est-ce qui se passe sur le terrain concrètement. Si vous êtes kiné, en théorie, voilà, vous recevez de l'argent le 10 décembre, bah, vous avez fait la prestation le 10 décembre. C'est plutôt comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Pareil pour un médecin, pareil pour des activités de ce genre-là. Si vous êtes en BTP, par exemple, vous avez décidé d'être en auto-entreprise au micro, bon bah, l'argent que vous allez recevoir, c'est peut-être un acompte qui va être versé, voilà, le contexte est un peu différent, et donc là, parfois, on va plutôt se baser sur ce que vous allez facturer et donc, in fine, encaisser. Et après, si vous êtes en société, on va appliquer aussi ce même principe, ça dépend quelle est votre activité, et donc, comment est-ce qu'on doit appréhender
votre chiffre d'affaires. Et donc, pour savoir est-ce que c'est l'encaissement qui compte ou est-ce que c'est la date de facturation qui compte, il faut voir quelle est votre activité. Comme vous dites, vous êtes en activité de formation, donc c'est la prestation. Donc, ce qui va compter, c'est à quel moment vous avez fait cette prestation et donc, in fine, à quel moment vous l'avez, en théorie, encaissé. Mais si la prestation, vous l'avez réalisée en décembre, alors le chiffre d'affaires, il doit se capter en décembre. Ça, c'est dans le cadre de société. Si vous êtes en micro, en activité de formation, ce qui va faire foi, ça va être votre date d'encaissement. De facturation, pardon, excusez-moi, je suis confondu avec le bêtise. En activité de formation micro, ça va être votre date de facturation qui va compter.